Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Le dépouillement se poursuit pour ce scrutin boycotté par l'opposition sur fond de fortes tensions politiques autour notamment de la candidature controversée du président sortant Andrazoe. Troisième édition de la foire commerciale intra-africaine. L'événement a pris fin en Égypte. Cette foire à laquelle une quarantaine de pays africains ont été représentés entend participer à faire avancer le commerce entre les pays du continent. Puis en matière de coopération énergétique, le Bénin s'apprête à inaugurer le centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité. La plateforme servira à la coordination des échanges d'énergie électrique entre les États membres. Au Kenya, le Parlement vote l'envoi de 1000 policiers dans le cadre d'une force multinationale en Haïti. Décision approuvée ce jeudi malgré la controverse. Le pays se prépare ainsi à prendre la tête de la future force en Haïti. Une réponse à la demande des États-Unis. Il s'agit d'une force d'intervention internationale pour lutter contre la violence des gangs armés dans ce pays des Caraïbes en proie à l'insécurité. Alors en échange, le Kenya a reçu la promesse des États-Unis d'un financement de 100 millions de dollars pour soutenir l'opération. Cette force multinationale sera composée essentiellement de policiers mais aussi de militaires. Le gouvernement kenyan fait face à la critique depuis l'annonce de cette mission. L'opposant Ekuru Okot parle d'une mission suicide au sujet de ce déploiement qui reste toutefois suspendu par la Haute Cour de Nairobi qui doit encore examiner le recours introduit par le parti d'opposition Alliance Troisième Voie. Premier tour de l'élection présidentielle ce jeudi 16 novembre à Madagascar dans un contexte de vive tension entre le camp du président sortant Andrazoe, candidat à sa réélection, et 10 candidats de l'opposition qui ont appelé au boycott. Il faudra encore attendre 15 jours avant de connaître les résultats. On sait dès lors que l'un des principaux enjeux de ce scrutin sera de voir si les électeurs favorables à l'opposition ont donc décidé ou non de ne pas se rendre aux urnes. Le point avec Philomène Sine. Ce jeudi 16 novembre 2023, les urnes ont été ouvertes de 6h à 17h pour accueillir plus de 11 millions de Malgaches en vue du vote du prochain président de la République. Le scrutin, dont l'opposition avait réclamé le report, dénonçant la manipulation du scrutin et les violations de la Constitution, se déroule dans un climat politique tendu. 10 candidats de l'opposition ont appelé au boycott. À noter que les résultats qui sortiront des 27 375 bureaux de vote du pays ne devraient pas être connus avant au moins une semaine. Il est difficile de se prononcer sur l'issue de ce scrutin et de savoir si Andrazoe va remporter dès le premier tour ou s'il va y avoir encore un second tour. Toujours est-il que ça s'apparente fortement à un référendum de savoir si on renouvelle la confiance ou pas au président sortant Andrazoe ou s'il y a une défiance vis-à-vis du pouvoir. Pour autant, il apparaît presque inéluctable que Andrazoe sera réélu pour un second mandat. Acquisition volontaire de la nationalité française, ce qui, selon le droit national, le priverait de sa nationalité malgache. Instrumentalisation par le président sortant de la commission électorale et de la haute cour constitutionnelle en vue de sa réélection. Le collectif rassemblant 10 des 13 candidats à cette présidentielle dénonce aussi la candidature d'André Rajoelina. Depuis l'ouverture officielle de la campagne électorale le 10 octobre 2023, l'opposition qui devait normalement sillonner les routes de la Grande Île pour rencontrer les citoyens a plutôt protesté contre le processus électoral à Madagascar. La situation politique à Madagascar est très tendue et il y a de quoi s'alarmer et avoir un relatif pessimisme sur les semaines à venir. Si, dans un premier temps, il apparaît assez évident que le président Andrazoe sera réélu pour un second mandat et que la candidature de Siten sera comme étant le seul opposant à cette élection 2023, je pense que malheureusement, on sait qu'il y a des phases cycliques à Madagascar où il y a une volonté d'avoir une alternance par la rue et non de manière démocratique. C'est un peu les velléités de l'opposition depuis le début et il y a fort à penser qu'il va y avoir des remous et une forte remise en question une fois que le président sera investi après cette élection 2023.
À Madagascar, le président de la République a été élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. André Rajoelina, élu en 2019, achève un premier mandat. Le fichier électoral togolais est jugé fiable par l'OIF. L'Organisation internationale de la francophonie a rendu ce 15 novembre son audit. Les experts ont exposé leurs conclusions et pour eux, tout est prêt pour les élections législatives et régionales. Ces conclusions arrivent au moment où l'actuelle législature prend fin dans 3 mois. Aucun calendrier n'a pour l'heure été communiqué par les autorités togolaises au sujet des prochaines élections législatives et régionales qui devaient normalement être organisées d'ici la fin de cette année. L'événement était organisé par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Il s'agit de la foire commerciale intra-africaine qui a pris fin ce 15 novembre au Caire, en Égypte. Et lors de cette 3e édition de ce rendez-vous continental, certains pays ont pu présenter les opportunités d'affaires en mettant en lumière les régimes incitatifs visant à attirer les investisseurs. C'était donc lors de cette foire destinée à développer le commerce entre les pays africains. Reportage de Frater Nondakia Isienga. La foire commerciale intra-africaine 2023 s'est achevée ce 15 novembre au Caire en Égypte, après 7 jours d'intenses discussions, consultations, expositions, signatures d'accords pour avancer les programmes et instruments nécessaires pour le décollage du commerce intra-africain qui se heurte encore à plusieurs obstacles. Dans la mosaïque des contributions qui ont fait le succès de cet événement, les rôles de nos sponsors, de nos exposants et de nos acheteurs se détache nettement. Chaque fil tisse une partie essentielle de cette grande tapisserie. À nos estimés sponsors, votre foi dans la vision de la foire commerciale intra-africaine a été la pierre angulaire de notre succès. Votre soutien dépasse la simple assistance financière. Il représente un engagement commun en faveur des idéaux de la croissance économique et de l'intégration de l'Afrique. Le programme intra-africain de promotion des contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, le programme de garantie de transit collaboratif en Afrique, en accord de $2 millions pour l'initiative Agriculture d'exportation pour la sécurité alimentaire ou encore un programme sur la gastronomie et les arts culinaires africains, figurent parmi les initiatives qui ont meublé les activités de cette 3e édition, sans oublier l'intérêt particulier renouvelé pour le secteur automobile sur le continent. Nous voulons créer une situation selon laquelle un pays pourra produire 1 million de voitures par an, par exemple, et d'autres pays n'auront pas à faire la même chose. Ils pourront être des centres de production des composants des voitures. Il y a 32 000 composants de voitures et c'est pour cela que l'industrie automobile est très importante à nos yeux, car elle crée des emplois et une chaîne de valeur énorme. Imaginez l'impact que cela aurait si un pays produisait toutes les ceintures de sécurité de toutes les voitures produites en Afrique, par exemple. L'Algérie, qui a gagné le prix du stand le plus innovant pour son utilisation de l'espace créatif et l'animation du hall, devrait organiser l'IATF en 2025. Le Bénin abritera à partir de ce vendredi 17 novembre 2023 le Centre d'information et de coordination du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Cette institution a pour objectif d'intégrer les réseaux électriques nationaux au sein d'un marché régional qui pourrait permettre de coordonner le fonctionnement du système régional. L'enjeu est capital car il est question de promouvoir et développer les infrastructures de production et du transport de l'électricité. Reportage Lefti Ounou. Le Centre d'information et de coordination CIC du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain WAP est érigé dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Après avoir réussi l'interconnexion des réseaux électriques des 14 pays membres de l'espace CEDEAO, le WAP rend opérationnel le marché régional de l'électricité de la CEDEAO par la mise en place de son centre d'information et de coordination. Cet édifice constitue une plateforme commerciale régionale qui vise à coordonner le fonctionnement du système régional d'énergie électrique. Le CIC est équipé de dispositifs des dernières technologies permettant de surveiller en temps réel le réseau interconnecté régional et administrer le marché de l'énergie électrique de la CEDEAO.
Le CIC a deux fonctions, si vous voulez. Une première fonction technique électrique pure, faire en sorte que le système électrique puisse être opérationnel et avoir le moins d'incidents possible. Le deuxième aspect maintenant, c'est administrer le marché. Donc, faire en sorte que les transactions électriques entre les acheteurs, les vendeurs, les transporteurs, et comme ils voient tout le marché, ils voient toutes les transactions, faire en sorte que cela se fasse le mieux possible. La mise en place du Centre d'information et de coordination du WAP vise à rendre disponible l'électricité à moindre coût et fournir un volume d'énergie important aux sociétés de distribution dans l'espace régional. Pour avoir un marché régional d'électricité dynamique, le WAP entend miser sur les contrats commerciaux. Le projet a été financé à hauteur de 30 millions d'euros du Fonds européen de développement. C'est un projet qui permet de collecter les informations techniques sur l'interconnexion des réseaux électriques régionaux et de construire les étapes techniques pour la construction d'un marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Il y a des compteurs qui mesurent les interconnexions électriques entre les différents pays, du réseau électrique haute tension qui va du Sénégal au Nigeria, du Sahel au Golfe de Guinée. Il est à noter que depuis sa création en 1999, lors du 22e sommet de la conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain WAP a entre autres réalisé environ 5700 km de lignes électriques et produit 2400 MW au sein des 14 pays membres de la CEDEAO. Près de 5 milliards de dollars ont été investis pour leur mise en service. Des travaux de construction d'électricité de 3000 MW et 2600 km de lignes électriques sont en cours de réalisation. La crise énergétique au cœur d'une rencontre du pôle énergétique de l'Afrique centrale qui a refermé ses portes ce jeudi à Brazzaville au Congo. Responsables gouvernementaux, dirigeants de compagnies d'électricité, entre autres, se sont penchés sur la problématique liée à l'accès à l'électricité dans la sous-région Afrique centrale où la carence est énorme. Plus de la moitié de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Reportage d'Eva Panzo. Les acteurs du secteur de l'électricité se sont réunis à Brazzaville pour trouver des solutions pratiques visant à convertir le potentiel hydroélectrique énorme de l'Afrique centrale en opportunité d'investissement à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du pôle énergétique d'Afrique centrale. Avec un taux d'électrification estimé à 13% en Afrique centrale et jugé très faible, le bilan des 2 décennies du PEAC semble mitigé. Avec courage et lucidité, nous devons reconnaître que les résultats de notre institution restent mitigés. Il faut une prise de conscience de nous, dirigeants de l'Afrique centrale, sur la problématique de l'énergie dans notre sous-région. Le temps est venu pour une prise de conscience sur la situation et la réalité de très faibles taux de production, de transport et de distribution de l'électricité dans les différents pays de l'Afrique centrale. Ainsi, les ministres de l'énergie et de l'hydraulique, les directeurs généraux des sociétés d'électricité des pays membres du pôle énergétique d'Afrique centrale, en présence des partenaires financiers, tentent ensemble de valoriser l'énorme potentiel hydroélectrique d'Afrique centrale du 13 au 16 novembre 2023 à Brazzaville. Objectif visé, satisfaire à l'horizon 2030 toute forme de demande en électricité au sein et en dehors de l'espace CEAC à travers des boulevards énergétiques interconnectés et des marchés de libre-échange électrique. Nous sommes en train de faire le mix énergétique en combinant toutes les sources de production et aujourd'hui nous sommes arrivés à un déséquilibre entre l'électricité produite à partir des fleuves, l'hydroélectricité et c'est la partie du gaz. Le gaz aujourd'hui nous fournit 70% de l'électricité que nous consommons qui est dans cette salle, dont une partie exportée. Et l'hydraulique est descendu à moins de 30%. Le pôle énergétique d'Afrique centrale constitue donc la réponse appropriée à la sous-électrification et au déficit d'énergie électrique en Afrique centrale. Ce dispositif a été créé en 2003 à Brazzaville. Il résulte de la dynamique engagée par les 11 pays de la sous-région et leurs sociétés d'électricité pour construire ensemble leur stratégie de développement de leur secteur d'énergie dans une optique d'intégration régionale et de développement socio-économique.
La situation sociale et économique du continent reste souvent caractérisée par une exclusion sociale très marquée. La protection sociale devient alors nécessaire, mais celle-ci n'est pas garantie. Le financement reste en effet limité et dépend souvent de sources extérieures. C'est notamment le cas en Mauritanie. Alors, face aux besoins en termes de système de prestations sociales plus solide, quelle réponse de la part des pouvoirs publics? Élément de réponse dans ce sujet de Tchekomar Kamara. La protection sociale est un enjeu clé pour les pays africains et vise à garantir l'égalité d'accès aux services essentiels tels que la santé, l'éducation, la sécurité sociale et la solidarité. Pour sa mise en place en Mauritanie, le pays d'Afrique du Nord a envoyé une délégation pour s'inspirer des meilleures pratiques mises en œuvre au Sénégal. La mission de référence a permis à la délégation mauritanienne de se familiariser avec tous les aspects de la coordination de la protection sociale au Sénégal. Les membres de la délégation ont eu l'occasion d'interagir avec les experts sénégalais, de visiter des centres de protection sociale et d'analyser les politiques et mécanismes de financement en place. Je pense que l'expérience du Sénégal peut être transposée sans grande difficulté à notre environnement en Mauritanie. Nous, on pense que le Sénégal est déjà en avance dans ce domaine. Et donc, ce que nous souhaiterions, c'est de s'inspirer de son expérience afin de la porter dans les mécanismes et les orientations que notre gouvernement et notre président se sont fixés pour atteindre les objectifs. Pour sa part, la délégation sénégalaise a exprimé son intérêt à tirer parti des enseignements de la Mauritanie et à adapter certaines pratiques réussies à leur propre contexte. Elle a également présenté des avancées dans le domaine de la protection sociale, tels que les programmes de transfert monétaire et les initiatives visant à réduire les inégalités sociales. La Mauritanie est venue s'inspirer. Ça ne veut pas dire que la Mauritanie n'a pas fait des efforts pour la protection, parce que nous avons partagé ensemble le forum de Berlin. Nous avons vu qu'ils sont en avance sur le registre national. Ils sont en avance aussi sur les caches. Donc ils ont beaucoup fait, comme nous au Sénégal, depuis 2012 avec son Excellence le Président de la République Macky Sall. Nous avons fait des bons qui sont très significatifs. Cette mission de benchmarking entre la République de Mauritanie et le Sénégal marque un pas important vers une coopération régionale plus étroite et une amélioration des systèmes de protection sociale dans la région. En s'inspirant du modèle sénégalais, la Mauritanie ouvre la voie à une meilleure coordination des programmes de protection sociale, favorisant ainsi un développement socio-économique inclusif et durable. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.